S'il n'y a plus la SNCM pour nous, je pense que pour le marin corse, il n'y a plus d'avenir. Elle est pointée au chômage, à rechercher un travail en Corse, alors qu'il y a très peu. On sait quand même qu'il y a un taux de chômage plus important qu'ailleurs. C'est surtout ça qui me fait très très peur. Au bout de 30 ans de navigation, on se sent usé, mais déterminé pour l'avenir des jeunes derrière. Bonsoir. Comme eux, ils sont plus de 2000 à vivre la boule au ventre sans savoir de quoi demain sera fait. Ce sont les salariés titulaires et CDD de la SNCM. Comme eux, les sous-traitants, les politiques, les usagers de Corse et du continent ont fixé leur cap sur le tribunal de commerce de Marseille qui a placé la société en redressement. 3 offres de reprise sont jugées sérieuses, mais le spectre de la liquidation judiciaire n'est pas écarté pour la compagnie, sommée de rembourser par Bruxelles 440 millions d'euros, plombée par des grèves à répétition, des pertes de parts de marché. La SNCM subit aussi le jeu trouble de ses actionnaires, Veolia et l'État. Pour évoquer cette situation, 3 invités sur ce plateau. Alain Mosconi, bonsoir. Vous êtes le délégué STC de la SNCM. Frédéric Alposso, bonsoir, délégué CGT. Merci d'être avec nous. En duplex de Bastia, Philippe Pasqualini, vous êtes membre du collectif Douman et Dava qui défend les intérêts des socio-professionnels, également président de la CGPME de la Haute-Corse. Merci d'être avec nous. Une déception et un coup de théâtre avant de commencer cette édition, c'est l'absence de Paul Jacob, le président du conseil exécutif de Corse à la CTC qui élabore et attribue la DSP, la délégation de service public. Son service de communication s'est engagé en son nom à participer à ce débat. À la dernière minute, Paul Jacob s'est désisté, évoquant un malentendu avec son chargé de communication et l'impossibilité pour lui de débattre avec les syndicats au vu des procédures judiciaires en cours, dont acte, c'est dommage. La direction de la SNCM, également contactée, n'a pas souhaité participer, mais elle vous a accordé une interview. Père Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Dans une enquête que l'on va découvrir dans un instant. Avant ça, je vous propose de voir les données clés de ce dossier avant de débattre. La SNCM, c'est plus de 2000 salariés, dont 500 CDD. Elle induit par son activité 2000 emplois, dont 800 en Corse, où la SNCM injecterait 22 millions d'euros par an. Après la privatisation en 2006, l'État est resté actionnaire à 25%, Veolia via sa filiale Transdev à 66%, dont la moitié détenue par la Caisse des dépôts. La compagnie est en charge avec la CMN de la délégation de service public, la DSP, entre Marseille et les ports de Corse. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour débattre avec nos invités. SNCM, la dernière tempête, reportage de Pierre Nicolas, Rémi Poirot, Sidonie Caneto sur un montage d'Anastasia Mordin. C'est l'histoire abracadabrantesque d'une compagnie qui avait tout pour être sinon florissante, à tout le moins sereine. C'est l'histoire ubuesque d'une concurrence acharnée, d'un État défaillant, d'actionnaires privés pressés de partir et de conflits sans fin. Au final, tout le monde rejette la faute sur tout le monde. Partant du principe que sur la Corse, il y a plusieurs compagnies qui opèrent et qu'il y en a une seule qui ne s'en sort pas, est-ce que c'est de la faute des 3 autres ou c'est de la faute de celle qui ne s'en sort pas ? Comme c'était l'État qui payait, lorsqu'il fallait 10 marins, 15 marins, 20 marins en plus, 3 jours de grève, puis on obtenait tout. Il y a eu à peu près 1000 journées de grève en 30 ans. C'est ce qui a pourri la situation en premier lieu. Parce que j'ai connu des grèves pour une serviette éponge. Une entreprise perdant 100 millions d'euros pose forcément problème à ses actionnaires et à l'actionnaire principal. Aucune des sociétés françaises en charge de délégation de services publics avec des activités saisonnières n'aurait résisté aussi longtemps. Vous savez, c'est pas par plaisir qu'on se maintient tous les jours, toute l'année, sur tous les ports, alors que parfois, c'est vrai qu'à certains moments de la semaine ou certains mois de l'année, écoutez, on est qu'à 20 ou 30% d'un objectif de remplissage. Alors, qui est responsable de ce naufrage ? Qui peut sauver la SNCM ? Et que va devenir la délégation de service public dans les années qui viennent ? Les questions sont claires, les réponses, beaucoup moins. Nous sommes en 1960 à Marseille. Le commentateur de la télévision publique s'égaye de la bouteille de champagne qui s'écrase sur le flanc du Napoléon. Long de 108 mètres pour une largeur de 16,
le Napoléon a été spécialement conçu pour répondre aux exigences particulières posées par le trafic maritime entre la Corse et le continent. Suivront des années fastes jusqu'à l'ouverture de la concurrence décidée en 1992. Très vite, la Corsica Ferries grignote des parts de marché. La SNCM et la Compagnie Jaune lancent des navires à grande vitesse mais abandonnent rapidement l'aventure. La compagnie publique tangue. En 2005, des marins du STC s'emparent avec Alain Mosconi à leur tête du Pascal Paoli. Le GIGN intervient. Quelques mois plus tard, c'est la privatisation partielle. Le fonds Butler quittera sans tarder le navire dans des conditions que certains juges tentent d'éclaircir. Pour beaucoup de syndicalistes, le ver est dans le fruit. Mais selon eux, le principal responsable des soucis de la SNCM, c'est bien la Corsica Ferries. Aujourd'hui, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la main-d'œuvre la moins chère comme de la marchandise au sein de l'Union européenne, comme on a dans le bâtiment, le transport routier et malheureusement dans la marine marchande, et les exploiter pour faire plus de marge et en plus bénéficier des aides de l'État. C'est sur le tapis vert que de la négociation, et parfois de négociations occultes au plus haut niveau de l'État ou avec les institutions, que Corsica Ferries a dit si on prend une ligne de plus, si on fait rentrer un navire de plus, si on privilégie Toulon, si on nous laisse faire à Toulon, on s'arrêtera là. Sauf qu'avec Corsica Ferries, ça ne suffit jamais. Je rappelle que celui qui dépose plainte Corsica Ferries a touché près de 200 millions d'euros de façon totalement illégale, épinglé par la Chambre régionale des comptes de Corse et même la Cour des comptes, et que personne ne vient rien lui demander à part la CGT qui a déposé plainte. C'est un véritable scandale. Si des sommes avaient été touchées illégalement par Corsica Ferries, je ne pense pas que les dirigeants de la SNCM se soient endormis pendant toutes les années successives, vu les croisades qu'ils ont menées contre Corsica Ferries, et s'ils n'ont rien intenté, c'est qu'il n'y avait rien à intenter. Et le directeur général de Corsica Ferries, qui répète que sa compagnie respecte le droit fiscal et social qui s'applique à elle, enfonce le clou. Nous avons gagné parce qu'il y avait une concurrence déloyale à l'encontre de Corsica Ferries. La concurrence déloyale n'était pas là où on croyait qu'elle était. Tout simplement parce que la SNCM touchait illégalement, indûment, de l'argent de deux manières. 220 millions ont été perçus entre 2007 et 2013 sur un service complémentaire que tout le monde reconnaît illégal aujourd'hui. Et 220 autres millions ont été donnés lors d'une privatisation qui a été condamnée par à peu près tout le monde, y compris par nos principaux accusateurs. Et qui a été la victime dans cette affaire? C'est Corsica Ferries qui a été la victime. Autre concurrent, la Méridionale. Pour certains, le groupe Stef qui la contrôle est en embuscade depuis longtemps. Pour preuve, une interview troublante de son patron Francis Lemort en 2006 dans laquelle il affirme: Nous avions d'abord l'ambition de récupérer les parts de la SNCM dans la Méridionale pour maîtriser l'actionnariat avant de procéder à sa recomposition avec d'autres partenaires dont la CTC. Il y a 10 ans, en me passant le relais de la CMN, Jean Rousset m'avait déjà conseillé cette solution. Et que penser du rôle de l'État? Il y a à peine un an, le secrétaire d'État au transport Frédéric Cuvillier disait encore croire à un plan de relance de la SNCM comprenant 4 nouveaux bateaux, un projet dont ne voulait pas Transdev et qui sera jeté aux oubliettes. Or, Jean-Marc Janaillac, patron de Transdev, est issu de la promotion Voltaire de l'ENA. Tout comme Pierre-René Lemas et Jean-Pierre Jouillet, tous deux sont passés par la Caisse des dépôts et consignations, autre actionnaire de la SNCM, et par l'Élysée pour servir François Hollande, promotion Voltaire de l'ENA. On imagine mal comment les syndicats auraient plus eu l'oreille de l'Élysée que d'anciens camarades de promotion. Quant à la collectivité territoriale de Corse, elle est coupable, selon les syndicats, d'avoir accepté ces arrangements entre amis. Nous disons et je dis que Transdev s'est aligné sur Veolia, que Transdev a aligné l'État et même, hélas, le président de la collectivité de Corse lui-même s'est aligné alors qu'en septembre-octobre 2013, il parlait encore de faire payer Veolia et de poursuivre Veolia en gestion de faits et en comblement de passifs. Constat qu'on avait là un homme qui a changé de tout au tout du discours avant les élections régionales, très certainement malheureusement comme le gouvernement pour être élu, et qu'une fois élu fait la politique ultralibérale de low cost au détriment de l'emploi, de l'intérêt général et d'un développement durable de la Corse en premier lieu. Et en interne alors, que penser d'actionnaires comme Veolia Transdev qui accélèrent à l'automne la cessation de paiement de leur propre filiale en lui réclamant le remboursement de prêts, ce qui a stupéfait un procureur. Pour le président du directoire de la SNCM, il s'agit là d'une logique économique, ce qui ne convainc pas même ses concurrents.
Il est vrai que l'attitude de Transdev n'est pas forcément une attitude habituelle, mais il est vrai aussi que l'entreprise SNCM souffre depuis des mois et des années d'un certain nombre de points. Alors, les 2 points principaux sont, petit 1, en fait, des pénalités, alors appelons-les de tous les mots possibles, imposées donc par Bruxelles. Le 2e point, en termes opérationnels, nous sommes dans un circuit qui aujourd'hui est en perte structurelle et qui fait que d'une manière ou d'une autre, l'entreprise devait se restructurer. Pourquoi les actionnaires... Est-ce que personne ne s'est posé cette question? Pourquoi les actionnaires qui sont si riches n'ont-ils simplement pas remboursé leurs dettes et restructuré leur entreprise? Est-ce que vous vous êtes posé la question d'autres entreprises qui avaient des dettes, qui avaient des problèmes de restructuration? Elles ont payé leur restructuration et restructuré leur filiale. Quand dans une entreprise, vous êtes une entreprise d'une taille mondiale, à la différence de Corsica Ferries, qui est une entreprise tout à fait locale, voire régionale, lorsque vous êtes une entreprise d'une taille mondiale, lorsque vous êtes 2 co-entreprises de taille mondiale, vous avez les moyens de restructurer votre entreprise, de négocier un paiement de vos dettes. Quant aux syndicats, s'ils ont accepté récemment des concessions sur leurs acquis sociaux sans être payés en retour, ils auraient pour beaucoup plombé la compagnie en étant trop gourmands. C'est l'avis du patron en Corse de la Moby. Le système du blocage systématiquement de la Corse a fait que cette société, de plus en plus, faisait pression sur les élus, faisait pression sur les commerçants, parce que lorsqu'on ne lui donnait pas ce qu'elle voulait, elle bloquait la Corse. Et donc on a cédé, depuis des années, on a cédé à toutes leurs revendications. Donc vous aviez entre 20 et 30 personnes en plus sur un bateau, et vous aviez entre 10 et 15 jours de congé par mois en plus. Sur ce point, Fabien Paoli est rejoint par Agathe Albertini, qui représente l'industrie hôtelière en Corse. Elle faisait partie des socioprofessionnels évacués brutalement du hall de la préfecture de Bastia, alors qu'ils protestaient contre les conséquences d'une énième grève en juillet dernier. Il y a eu à peu près 1000 journées de grève en 30 ans. En 30 ans, cela représente un chiffre considérable financièrement. Donc une grosse perte d'exploitation. L'État a une responsabilité dans tout ça. Et les élus aussi, nos élus également, puisqu'on signe des DSP sans trop chercher à comprendre, parce que finalement, cet argent, c'est quand même l'argent du contribuable, c'est le nôtre, ce n'est pas l'État, c'est nous qui payons. Alors, quelle délégation de service public demain et pour quelle entreprise? En Corse, les nationalistes avancent leurs options. Le Rhino, par exemple, ne comprend pas que la CTC ne se soit pas positionnée clairement pour reprendre elle-même la SNCM. Aujourd'hui, la CTC doit reprendre les 4 cargos mixtes et le Daniel Casanova. Elle doit faire l'effort social de reprendre le plus grand nombre, au-delà des besoins économiques, pour essayer d'assurer la paix sociale et pour assumer ses responsabilités d'employeur. Pour le STC, Alain Mosconi martèle que seule une compagnie régionale peut permettre de limiter la casse sociale sur l'île. Nous sommes pour l'avènement d'une entité publique, et plus précisément d'une entité publique corse, pour que les Corses puissent avoir une fois dans leur histoire au moins la maîtrise des transports qui est fondamentale pour notre pays et son développement économique. L'idée d'une société d'économie mixte fait en tout cas son chemin et le président de l'exécutif en définit les contours. Nous avons dit aux repreneurs potentiels, nous l'avons dit à l'État, nous avons rappelé le droit et la loi. Il appartiendra que le renouvellement de la flotte se fasse par le biais d'une société d'économie mixte appartenant à la collectivité territoriale de Corse. Il ne saurait être question de discuter de ce point. Si un certain nombre de partenaires ne veulent pas en discuter, ils ne seront pas partenaires et ils n'auront pas le bénéfice de la DSP. Une des options qui est posée par Paul Giacobbi depuis des mois et des années, de dire « je ne veux pas être un opérateur maritime, mais je veux peut-être être à terme propriétaire d'une partie ou de la flotte des bateaux », est tout à fait quelque chose d'envisageable. En attendant, tout le monde attend de savoir qui sera le repreneur privé. La préférence de Paul Giacobbi semble aller à l'offre de Daniel Bérébi, franco-tunisien dont la compagnie Barra Ferries exploite des lignes en Basse-Californie. Il nous dévoilait ses objectifs en duplex de Marseille en décembre dernier.
Notre offre va se baser uniquement et va être concentrée uniquement sur les 4 lignes de la Corse. Nous allons privilégier la reprise d'une entreprise avec 800 emplois, une grande partie sur la Corse et le développement des lignes sur le Maghreb. C'est vraiment ce challenge qui m'intéresse, c'est de redynamiser cette entreprise et ne pas la morceler. Mais la CGT ne veut pas en entendre parler. L'offre de Daniel Beribi, en fait, elle vise juste, lui, il a l'intention de faire un hold-up sur les navires de la SNCM, qui sont le Daniel Casanova et le Méditerranée. C'est presque un secret de polichinelle pour les professionnels du transport que ce monsieur cherche des bateaux de ce type pour ses activités aux États-Unis. Alors Daniel Beribi, qui a déjà racheté le Montecinto à la SNCM, pourrait-il convoiter seulement à court terme certains bateaux pour ses lignes américaines ? Non, répond Olivier Dille, sauf en cas de liquidation. Les bateaux sont des denrées rares et si nous partions dans un système de liquidation, nous risquerions d'avoir des bateaux partis aux enchères. Je rentre moi de Miami, Miami voit l'ouverture de Cuba, se pose la question de où trouver des bateaux, où trouver ce type de bateau. Il faut rappeler que nos bateaux ont été construits quasiment sur mesure, peuvent transporter du fret et des passagers, peuvent transporter des camions, sont adaptés pour des ports avec de faibles tirants d'eau. Et donc ça veut dire à certains que M. Beribi, qui est à Miami et qui a des bateaux dans cette zone, pourrait être intéressé à terme plus par des bateaux qui l'amèneraient là-bas que par le devenir de la société. Alors, la réponse est qu'à partir du moment où il s'engage dans une délégation de service public, il n'aura pas le choix. Parmi les offres jugées sérieuses, il y a aussi celle de Christian Garin, fondateur en 2011 d'une entreprise spécialisée dans le fioul lourd et qui a tenté en vain d'attirer dans l'aventure les Norvégiens de Siem. Celle du transporteur corse Patrick Rocca, des Italiens de Grandinavi Veloci ou des Grecs d'Attica Group. Tous savent aujourd'hui que la délégation de service public sera proposée ligne par ligne. Problème. Vous avez une ligne qui est rentable sur le fret, passager cargo mixte, c'est Bastia. Parce qu'elle fait un taux de remplissage entre 60 et 65%. Les ports secondaires sont tous, je dirais, déficitaires. Comment voulez-vous, par exemple, qu'on aille sur Île Rouge, par exemple, qui ne fait pas 10% de taux de remplissage? Est-ce que vous imaginez la subvention qu'il faudrait nous donner rien que pour ça? Quoi qu'il arrive, des centaines de salariés, marins ou sédentaires, vont perdre leur emploi. Des dizaines d'entreprises seront impactées, elles le sont déjà, et l'on n'est pas à l'abri d'un conflit plus dur que jamais. Pour le directeur régional de la SNCM en Corse, qui rappelle que la compagnie supprime déjà cette année 1 millier de traversées, ce serait une catastrophe. Je pense que tout le monde a conscience que lorsqu'on est en état de cessation des paiements, interrompre le service par quel que soit le motif du mouvement social, serait absolument suicidaire. Et là-dessus, le président du tribunal de commerce a tout de suite prévenu que la semaine suivante, écoutez, ça serait la liquidation qui serait prononcée. Dernier écueil, puisque la SNCM sera de toute façon affaiblie, les concurrents privés ne seront-ils pas tentés d'augmenter leurs tarifs ? Comme ce fut le cas en Sardaigne, avec l'agonie et le rachat en 2011 par un groupement d'armateurs de la compagnie publique Tirrenia. Les pertes pour le tourisme sarde ont été faramineuses. Comme par hasard, sur la saison 2012, la saison 2013, la saison 2014, sur ces années-là, les prix font un bond, suivant les compagnies restantes, de 50 à 100%, plus 100%. C'est affolant quand même comme prix. L'impact, il est direct, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la fréquentation de ces lignes, le nombre de passagers, sur ces 3 années, globalement, ils ont perdu 35 à 40% de leur trafic maritime. Si par absurde, Corsica Ferries s'amusait à faire des tarifs trop élevés, eh bien quelqu'un viendrait et prendrait la place. Comme Corsica Ferries a fait, à l'époque où nous avions jugé que les tarifs étaient trop élevés dans les années 95-96 sur la France, et que nous avons prouvé qu'on pouvait faire du trafic, créer un marché avec des tarifs plus faibles. Il ne reste plus qu'à prier la bonne mère, mais on sait d'avance que l'onde de choc de cet immense gâchis se propagera immanquablement à tout le trafic maritime et aérien dans les mois qui viennent. Alors Frédéric Latposto, il y a unanimité sur le constat, pas sur les responsabilités. Vous pointez l'État, la concurrence, la CTC. On entend vos concurrents et l'opinion publique parler plutôt des grèves à répétition et du chantage social. Quelle est votre responsabilité dans tout ça ? D'abord, aucune, si ce n'est d'avoir pris nos responsabilités, puisque hier comme aujourd'hui,
ce sont les salariés qui reçoivent des menaces et des préavis de licenciement avec une mise au tribunal de commerce, et que les grèves sur les 10 dernières années, je n'ai pas fait d'études jusqu'à 30 ans comme on a pu entendre. Je me demande si c'est la question qu'on doit se poser. Savoir si les salariés, les grèves des 10 dernières années ont eu pour seul objet de défendre l'emploi et le service public. Je rappellerai que la dernière, elle est pour permettre de préserver l'emploi avec uniquement des départs en retraite, que les salariés ont fait des gros efforts de productivité avec plus de jours travaillés en mer que de rester à la maison pour leur famille, et avec un engagement de renouveler 4 navires neufs pour la flotte de la SNCM, garantie de pérennité pour l'emploi et les salariés en direct et les activités induites. Et pour terminer, vous avez montré le Napoléon de 1960, les premiers navires avec les rampes et les nouveaux équipements, c'est justement la continuité territoriale et de tout temps l'argent de l'État qui a permis, par la solidarité nationale, de renouveler les navires. Donc si demain il n'y a plus de SNCM et à travers elle de désengagement complet de l'État, il y aura des conséquences sur la continuité territoriale. Et vous avez raison en fin de reportage de dire que ça ne s'arrêtera pas en maritime, ça touchera aussi l'aérien. Alors, Alain Mosconi, vous, dans le STC, dans un document qui est ici, qui présente vos propositions, écrit qu'il faut bien sûr respecter le droit de grève, mais ne pas en abuser. Et il est écrit aussi, vous parlez des grèves stériles de 2014, auxquelles vous n'avez pas participé. Ça peut paraître surprenant comme discours pour un leader syndical. Absolument pas surprenant, c'est cohérent. Le droit de grève est un droit fondamental. Je me permets ici de rappeler, et votre reportage l'a rappelé, que nous avons donné dans la lutte, et nous avons choisi de le faire en notre âme et conscience. On a payé un prix, on est prêt à le payer de nouveau, mais je crois qu'il faut avoir une vision plurielle du syndicalisme et plurielle de ce que peut être la grève. Nous le disons clairement, nous en avons usé, nous en userons, mais nous n'en avons jamais abusé. Et donc à partir de là, nous sommes très clairs sur le schéma. On ne peut pas nous targuer d'avoir reculé quand il fallait aller au combat, quand il fallait légitimement se défendre face à des agressions. Qu'avons-nous fait? Nous avons pris nos responsabilités, nous avons lutté. Pour autant, nous considérons, parce que nous sommes une organisation majeure, comme l'est d'ailleurs la CGT, personne ici ne lui dénègue le droit de faire ce que bon lui semble, mais nous avons au sein du STC assez de poids et assez de réflexion et de maturité pour pouvoir ne pas faire du suivisme sur les positions de la CGT. Elles sont inefficaces, ces grèves, selon vous, les dernières Certaines ont été inefficaces. Et pour être très clair avec vous, le poids que nous avons mis en 2005 dans la prise du Pascal Paoli, je serais tenté de dire qu'elle a été efficace jusqu'à un certain point. Elle a été efficace dans la mesure où nous avons empêché, rappelez-vous, c'était le 27 septembre 2005, le 26... il n'y avait qu'un repreneur, c'était la liquidation à 100%. À des privés, c'était Buckler. On voit d'ailleurs ce que Buckler a fait. Il est parti avec 62 millions de plus-value. L'action du Paoli a ramené l'État dans la discussion, mais elle n'a pas ramené l'État à la hauteur où l'on pouvait le souhaiter. Donc, effectivement, les grèves sont plus ou moins efficaces. Elles sont parfois essentielles. Nous, en tout cas, pour conclure sur ce sujet, nous essayons d'en user, je le répète, sans jamais en abuser. Alors, Philippe Pasqualini, du collectif Nouman et Dava, vous êtes en duplex de Bastia. Vous avez lancé une étude pour connaître l'impact des dernières grèves de 2014. Pour vous, c'est clairement l'abus de ces grèves aussi qui a conduit à cette situation que vous dénoncez. Alors, effectivement, puisqu'on parle de grève, ça nous a mené très loin. Les Échos ont fait une étude là-dessus qui corrobore un petit peu les chiffres d'Agathe Albertini, puisque les Échos ont quand même dénoncé pas moins de 300 protocoles de sortie de grève sur les 30 dernières années. C'est énorme. Bon. L'étude que nous avons lancée suite aux grèves de juin 2014 vise à déterminer effectivement le préjudice économique subi par le monde professionnel de ce fait. Mais ceci étant, je voudrais quand même dire aux syndicalistes qui sont présents sur le plateau que le droit de grève, il est constitutionnel et nous le respectons. Mais pour autant, si là où nous n'acceptons pas du tout les limites du droit de grève qui sont dépassées quand on bloque les bateaux de la CMN à Marseille, on bloque les ports de Bastia, on bloque le port d'Île-Rousse. Là, il y a une atteinte à la liberté de circulation et ça va au-delà du droit de grève.
que nous respectons parfaitement. Voilà ce qu'on peut dire. Monsieur Alpozzo, vous le signaliez tout à l'heure, vous avez, les salariés, les syndicats ont accepté dernièrement de raboter leurs acquis sociaux. Malgré tout, les conditions de travail étaient à la SNCM sensiblement supérieures à ce qu'elles étaient sur d'autres compagnies. Vous avez d'ailleurs parlé de dumping social pour la Corsica Ferries. Est-ce que les syndicats de la SNCM n'ont pas été trop gourmands sur ces acquis et sciant un peu la branche sur laquelle ils étaient assis? Non, je crois qu'on aborde le problème par le mauvais côté. Encore une fois, le salarié, quand il fait grève, d'abord on est conscient d'être en liaison pour une majeure partie de notre activité avec la Corse, que la Corse est une île, et qu'on est, croyez-nous, pleinement conscient des gênes et des conséquences qu'occasionne ne serait-ce qu'une journée de grève. Donc le salarié perd son salaire, et on sait les conséquences économiques que ça peut avoir sur nombre d'activités en Corse. Donc après, il y a quand même la méridionale et aujourd'hui la Corsica Ferry, donc il n'y a pas un blocage total et fort heureusement. Sauf quand les bateaux de la CMN sont bloqués aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc quand on en arrive à de telles extrémités, la question c'est pas de dire je rejoins les préoccupations qui sont, à mon avis, ne sont pas opposées entre les acteurs économiques et les salariés de l'ensemble des professions concernées, dont ceux de la SNCM. La question qu'on a à se poser, c'est pourquoi il y a de telles réactions et on en arrive à ces extrémités. Alors, c'est clair que n'importe quel salarié ou entreprise qui est menacé de fermeture, quelle solution vous voulez qu'elle ait, autre que de se mettre, croyez-moi, que si demain il y a une fausse solution, comme ça a été évoqué par le tribunal de commerce avec les offres de reprise qui sont montées pour faire disparaître la SNCM, avec des conséquences sociales inacceptables et pas d'avenir et de pérennité non seulement pour la SNCM, mais pour la délégation de services publics. Donc et la prochaine victime, je le dis ici sur le plateau, je n'espère pas avoir le vivre, ce sera la méridionale et ce sera le service public aérien de continuité territoriale, parce que si on croit que les compagnies low cost, quand elles s'empareront des condamnations de la SNCM, si on ne va pas au bout des procédures qu'on peut et qu'on doit gagner, les compagnies low cost s'attaqueront à la CCM qui a déjà de grandes difficultés, entre parenthèses, avec les compagnies low cost. Ça, c'est la politique qui a été menée globalement par le choix de la CTC. Eh bien, on aura détruit le service public et vous aurez détruit en Corse, comme sur le continent, mais en premier lieu en Corse, on aura détruit l'emploi, les activités induites pour de nombreuses entreprises et les conséquences pour la salariée. Et juste un dernier point sur ce qui a été évoqué. Moi, je ne me permettrai pas de juger du bien fondé d'une grève de notre syndicat. Ça appartient à chacun, je respecte les motivations. D'ailleurs, on a pu se rejoindre en 2005, soyons clairs, sur un objectif commun pour le bien commun. Mais par contre, après, depuis cette période, je récuse, d'abord, ce serait insultant pour les 6 autres syndicats, parce qu'il n'y a pas que la CGT qui est, pas tout le temps, mais parfois en conflit, mais en plateforme avec nous, sur les mêmes propositions. Et rappeler que depuis cette période, eh bien, il y a eu 300 CDD en CDI, non pas pour des sureffectifs, mais uniquement des départs en retraite qui ont été remplacés par rapport justement aux accords et aux actions parfois grévistes qu'on a fait, dont de nombreux jeunes insulaires qui sont sortis de l'école de marine et qui aujourd'hui ont un travail. Voilà, donc on peut être serein grâce à ça, parce qu'aujourd'hui ils ont un emploi. Je vous propose de regarder un graphique, ce sont les parts de marché passagers entre SNCM et Corsica Ferries. La situation s'est inversée en l'espace de 20 ans, ce sont des chiffres hors Sardaigne, bien sûr, de l'Observatoire des transports. Est-ce que vous partagez ce constat à la Moscogne, comme Frédéric Alpozzo, que la Corsica Ferries porte une responsabilité, parce qu'on a du mal à comprendre, puisqu'ils naviguent de manière légale? Avant de répondre sur ce point, juste un point sur les emplois et les jeunes Corses qui naviguaient. Je rappelle à Fred qu'il y a eu un pacte social qui a été signé et qui a diminué le niveau des CDD pour aujourd'hui annihiler totalement cette partie-là de salariés des CDD, et ce n'est pas le STC qui l'a signé. Ceci étant dit, est-ce que Corsica Ferry porte une part de responsabilité? Corsica Ferry est dans son rôle, elle est dans son jeu. Alors après, ça peut nous déplaire. Alors bien sûr, on peut dire que c'est la faute à l'autre, et que Corsica Ferry porte une part de responsabilité, certes, puisque à un moment donné, elle a attaqué en justice. Pour autant, les plus grands responsables dans cette histoire, à mes yeux, ce sont quand même les multinationales qui se sont emparées en 2007 de la SNCM, je parle de Veolia notamment, qui ont fait des promesses, qui ont pris des engagements non respectés, notamment du renouvellement de la flotte. Je pense également aux différentes directions de la SNCM à qui j'ai envie d'attribuer
le diplôme de médiocrité aujourd'hui, qui n'ont fait que de vendre tous les actifs. Ils nous ont pillés, ils nous ont mis sur la paille. Alors moi je veux bien que l'on pointe du doigt un adversaire, et c'est notre rôle, et je le pointe du doigt parce que je ne crois pas au privé. Il peut mettre une tête de Maure de 15 mètres carrés sur sa coque. Pour moi, ça ne répond pas à l'attente du service public des usagers de la Corse. Pour moi, la réponse, elle est publique, à travers une entité publique. Mais avant toute chose, il faut que l'on regarde, au sein même de la SNCM, les lacunes, les promesses non tenues, de ceux qui se sont gavés, les actionnaires à l'époque, Veolia et Buckler, et des différentes directions qui nous ont mis à tapis. Elles portent une responsabilité écrasante. Justement, on parlait des solutions et des repreneurs. Je vous propose de regarder en termes d'emploi ce qui est proposé par les 3 offres jugées sérieuses, à savoir celle de Patrick Rauque qui propose de reprendre 670 salariés, celle de Christian Garin, 897 salariés seraient repris, celle de Daniel Beribi, 708 salariés. Donc c'est au mieux 700 emplois supprimés et 200 sur la Corse. C'est un chiffre que vous avancez au sein du STC. Donc, avant de demander à Philippe Pasqualini ce qu'il en pense, Frédéric Alpozzo, vous refusez ces offres, vous refusez la compagnie régionale. Finalement, qu'est-ce que vous proposez ? Quelle situation ? Parce que la nationalisation, renationalisation n'est pas possible non plus. Nos propositions, la stratégie, elle est très claire. On l'a même mis en ligne sur le site de la CGT au plan national qui renvoie avec toutes les explications, les analyses de nos avocats au comité d'entreprise. Et là, je rejoins, au risque de surprendre tout le monde, je rejoins la dernière intervention de Pierre Mattei. Oui, on a des actionnaires solides à travers la Caisse des dépôts et Veolia, qui fait 1,5 milliard de bénéfices pour 22 milliards de chiffre d'affaires, qui est au service des collectivités territoriales et contrôlé par le Parlement et l'Assemblée nationale. Donc c'est l'actionnaire majoritaire de Transdev. Et donc aujourd'hui, on n'a rien à faire au tribunal de commerce. Et en vérité, il faudrait trouver un sortant à Veolia. Et je veux juste intervenir. Il faut un ticket de sortie si jamais ils veulent moi, je vais être clair parce que le ticket de sortie, je pense que pour les auditeurs, les téléspectateurs, ça ne parle pas vraiment. Moi, c'est dommage que Monsieur le Président exécutif ne soit pas venu parce que déjà, on a demandé, on l'a sollicité pour le rencontrer depuis le mois de décembre. Seul Dominique Bocchini nous a reçus à l'Assemblée de Corse le 19 décembre et nous sommes rendus ensuite en préfecture. Et une fois de plus, ce n'est pas possible de discuter pour trouver des solutions dans l'intérêt général. Puisque moi, je veux bien aussi, Mattei, il faut traiter tout le monde à égalité pour l'intérêt général. Alors si c'est ça, effectivement, il faut que les actionnaires payent. Mais pas les salariés qui sont responsables de rien. Parce qu'aujourd'hui, finalement, pour éviter de payer les amendes de Bruxelles qui ont été rendues sur plainte de Corsica Ferry, on explique, c'est un peu curieux, ça va faire sourire je pense, on explique, les actionnaires vont à Bruxelles et demandent comment ils peuvent échapper aux condamnations, et pour échapper aux condamnations, finalement, on liquide la société, on met 1000 salariés au chômage, je le fais à la louche, là, et on va détruire toute une économie. Sans être sûr d'ailleurs que cette discontinuité soit assurée, que la nouvelle SNCM qui serait créée pour que les actionnaires échappent à leurs obligations. Alors nous disons très tranquillement, on prend les gens pour des imbéciles parce que d'abord, il faut expliquer ce que c'est que ces amendes. La première, c'est sur le précédent contrat de service public. Et Paul Jacob y écrivait à l'époque, le soir même de la condamnation sur son blog, je comptais lui lire. Conclure que la SNCM est condamnée à rembourser à l'Office des Transports de la Corse une somme de plus de 200 millions d'euros paraît tout à fait prématurée et sans aucun doute excessif. Ce n'est pas parce qu'une décision publique est reconnue après coup illégale que l'intégralité des sommes qui ont été versées doivent être remboursées. Lorsqu'un marché public est annulé pour illégalité, parfois longtemps après que les travaux aient été réalisés, l'entreprise n'est pas amenée à rembourser ce qui y a été versé puisqu'elle a réalisé ces travaux qui doivent lui être payés. Voilà, donc on a fait le service. Et en vérité, voilà. Et deuxième chose, la privatisation. Là, on peut se rejoindre. Effectivement, la SNCM n'a profité de rien avec ses salariés. Et Corsica Ferry n'a pas été freinée dans son développement, puisqu'elle est la première entreprise sur la Corse. Ça veut dire que vous dites, on appelle à nos actionnaires solides de continuer Non, mais nous, on dit qu'ils apportent une garantie de passif parce qu'ils sont responsables des procédures et que si on se défend, effectivement, ils n'ont rien à rembourser puisque le service a été rendu et que la Corse devrait, en contrepartie, faire la différence des compensations de services. Et par contre, il faut aller au bout du raisonnement. Je suis désolé, M. Mattei est bien gentil, mais il doit payer. Comment ? On a payé 200 millions d'euros d'argent public pour transporter des touristes l'été, avec l'argent de l'enveloppe de continuité territoriale, qui est payé que pour le service public. Comme on le disait à l'époque à la cantonade, on aurait utilisé cet argent
que pour les usagers, dont les résidents corses, par rapport à leur statut de résident, ils auraient voyagé gratuit. Donc, payer du tourisme avec de l'argent du service public, non, je suis désolé, c'est pas sans contrôle et sans limite, c'est pas légal. Sur votre proposition... Voilà, que chacun rembourse ce qu'il doit, et la SNCM va perdurer. Mais Corsica aussi, Ferry doit aussi. Pourquoi, là, Paul Giacobbi et l'OTC ne demandent rien, par contre? Alors, pas Paul Giacobbi, non, il n'est pas là. Alain Moscogne, donc vous proposez une compagnie publique sous quelle forme? Et ça veut dire dans le cadre de ces reprises? Ben écoutez, d'abord, analysons les reprises. Vous l'avez dit, ça varie de 613 suppressions de postes à 1486 suppressions de postes. C'est 200 emplois qui vont impacter directement, 200 pertes d'emplois qui vont impacter directement l'économie corse, au-delà des centaines d'emplois liés au plan social, dont 2/3 des postes de sédentaires en Corse. Il faut savoir que tous les repreneurs, ou pratiquement tous, envisagent 12 sédentaires à Bastia, 12 sédentaires à Ajaccio. C'est purement inacceptable. Nous n'avons pas, et on se rejoint, nous salariés, à payer le prix des propositions faites par les repreneurs. Et c'est pour ça que nous rejetons, c'est par pragmatisme et pas par dogmatisme que nous rejetons toutes les offres des repreneurs. Et une seule solution, et là je renvoie et je regrette que le président Giacobbi ne soit pas sur ce plateau. Il m'écrivait le 18 décembre 2013, je lis, « La CTC n'a d'autre but que la pérennité du service public et le maintien du plus grand nombre des emplois possibles. La CTC est plus particulièrement attachée au personnel résident en Corse et notamment au personnel sédentaire qui ne saurait être la victime principale de cette situation. Je conclus. Pour ce faire, nous estimons que la constitution d'un outil régional au service du public de la Corse serait la meilleure solution, probablement sous une forme de société d'économie mixte. » Le président de l'autorité autonome sarde avait lui-même s'était agité devant les médias en disant « Je vais créer une flotte sarde, vous allez voir ce que vous allez voir ». On a vu que cette compagnie n'a quasiment jamais été créée. Mais monsieur Nicolas, vous parlez de quelqu'un qui a travaillé dans une entité publique d'État. L'État, il a fait pire que pendre. L'État, il a spolié. L'État, il a pillé. L'État, il a géré de manière inacceptable. Et vous me prenez l'exemple, regardons ce qu'il y a dans notre jardin. Vous me prenez l'exemple de l'État autonome sarde et de son président. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi, en tant que salarié, en tant que syndicaliste? Je m'en fous un petit peu de ce qui peut se passer en Sardaigne. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà des Sardes, même s'ils sont au demeurant très sympathiques et qu'ils appartiennent au même environnement que nous, géographique, moi, ce qui m'intéresse, c'est les usagers de la Corse et le développement économique de la Corse. Et c'est pas parce que les Sardes, ils ont échoué que les Corses sont condamnés à être plus médiocres et à échouer. Je veux croire en la capacité sur cette terre de créer les conditions d'une émancipation par l'économie, par le social et par l'intelligence. Et l'entité publique corse, si elle est créée, comme dans l'aérien d'ailleurs, comme aujourd'hui dans le ferroviaire, eh bien, ça sera un acte politique majeur et intelligent. Alors, on va développer ça en donnant la parole aussi à Frédéric Alposso. Mais avant ça, Philippe Pasqualini, vous, au sein de Douman et Dava, comment vous voyez la situation? Si j'ai bien compris, vous pensez qu'on va plutôt vers une liquidation de l'entreprise? Écoutez, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas et on comprend l'inquiétude des salariés insulaires dont l'emploi est menacé. Bon. Mais aujourd'hui, j'entends des discours, si vous voulez, où on se demande si on est en train de refaire le match ou non. Bon, la situation, elle est ce qu'elle est. La société est au tribunal de commerce. Il y a des condamnations pécuniaires de l'Europe. Ça, c'est acté, c'est plié et je crois qu'on ne pourra rien y changer. Le graphique que vous avez montré tout à l'heure de l'inversion des courbes de passagers, il montre que le déclic s'est produit en 2002. 2002, c'était 10 ans après 1992 qui autorisait justement de la concurrence sur ces lignes de cabotage. Bon, la société a eu 10 ans pour se préparer à cette échéance qui était connue. Et quand elle est arrivée, manifestement, elle n'y était pas préparée. C'est là qu'a commencé le déclin. Voilà. Il est regrettable pour les salariés, mais aujourd'hui, la seule question que doivent se poser les salariés et les juges, c'est vaut-il mieux sauver 800 emplois, 700, 900, je ne sais pas, et repartir et essayer d'aller de l'avant parce que ce n'est pas parce qu'une société repart qu'elle est cuite obligatoirement,
Ou vaut-il mieux faire la terre brûlée, continuer jusqu'au bout et ne trouver 800 emplois parce que tel ou tel repreneur ne convient pas? Voilà, aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de juger des offres. Mais est-ce que les professionnels que vous représentez ont une préférence pour le type de compagnie qui, de toute façon, devra bien s'ajouter aux autres pour assurer le fret et les passagers dans les mois et les années qui viennent? Si le type de compagnie, vous savez, actuellement, il y en a une. Il y en a une qui est susceptible d'être reprise. Bon, si la question est est-ce qu'il faut une compagnie régionale ou non, écoutez, je ne pense pas que la région ait vocation à devenir aussi transporteur maritime. Bon, accessoirement, il y a quand même déjà sur les lignes de Marseille une compagnie qui est apparemment bien gérée, qui est la CMN, et qui a montré quand même sa capacité à assurer la délégation de services publics sans perte. Alors, Frédéric Alpozzo, sur cette société régionale avec la CTC sous une forme qu'on détaillera tout à l'heure avec Alain Moscogne, est-ce que vous craignez, vous, une préservation de l'emploi corse au détriment de l'emploi marseillais? Non, vous savez, on n'est pas dans l'opposition des salariés. Mais après, pour nous, c'est clair, dans nos valeurs républicaines, on ne veut pas d'abord on ne va pas mettre des salariés dehors pour en préserver d'autres où qu'ils soient. Mais pour nous, ce qui est le plus important, encore une fois, c'est que tout le monde d'ailleurs va comprendre, c'est qu'au plus la SNCM opère sur des activités larges, au plus il y a de navires, il y a de postes de travail, au plus vous avez de l'emploi en Corse, au plus vous avez de retombées économiques, et ça dépasse le cadre de la DSP. C'est bien parce que la SNCM a l'activité d'Afrique du Nord, c'est bien parce que la SNCM fait Toulon et Nice aussi, que vous avez tout ce potentiel et ces emplois qui se développent en Corse, tant chez les sous-traitants, déjà en premier lieu dans l'entreprise. Les jeunes des écoles de marine, pour avoir du travail et des embarquements, ils en ont, à condition qu'il y ait des bateaux et des postes de travail. Si demain vous vous retrouvez avec les 4 bateaux de la DSP, et après, on va pas faire croire n'importe quoi aussi. Si moi, par exemple, je suis électricien, si demain on a besoin, je dis n'importe quoi, mais pour donner un exemple, on a besoin de 10 électriciens parce qu'il n'y a plus que 4 bateaux et qu'on est, voilà, on va pas et qu'on serait d'un territoire, on serait 40. Forcément, même si on n'a pas les diplômes et les qualifications professionnelles, c'est pas possible. Vous garderez pas votre travail. Donc on va pas reclasser les gens en fonction de leur territoire. Donc, sur ça, pour terminer. Juste sur ce point. Je réagis parce que mais je voudrais répondre sur la compagnie régionale comme ça, qu'on se comprenne bien. Voilà. Donc juste sur la compagnie régionale, qu'on se comprenne bien sur nos positions. Nous, le désaccord qu'on a, c'est qu'on est, encore une fois, on ne souhaite pas que la région vienne en palliatif, en fait, du désengagement de l'État, et que parce que l'État aurait abandonné la SNCM au travers de cette carambouille là, au tribunal de commerce, que la collectivité récupère en plus que l'outil, et quand bien même le personnel, on voit bien qu'elle pourrait se cantonner qu'à la DSP, et donc ça se limiterait à 4 cargos mixtes, et ça ne remplit même pas les besoins en emploi insulaire. Donc nous, ce que nous disons, c'est que par contre, dans une période encore plus où, au lieu de derrière il y a cette politique d'austérité, ou dans cette grave crise du chômage, et en plus on a remporté un contrat de DSP, et parce que l'actionnaire Veolia effectivement ne veut pas payer et que le gouvernement le couvre, eh bien il faudrait que l'État et la Caisse des dépôts restent au capital, et que Veolia dégage une bonne fois pour toutes. Mais à ce moment-là, on demande à un opérateur, d'ailleurs peut-être que dans les candidats, il y en a un à ce moment-là qui serait... C'est pas la volonté de l'État. Mais attendez, j'ai bien compris que ce n'était pas sa volonté. Je vous dis la solution qui est facile à obtenir, parce qu'après il faudrait un peu que les élus qui sont députés, notamment Paul Giacomi, n'ont toujours pas sollicité la Caisse des dépôts et consignations, qui est quand même l'actionnaire majoritaire dont personne ne parle, au service de l'intérêt général du pays. Donc là, on pourrait avoir les collectivités qui sollicitent la Caisse des dépôts, et pourquoi pas à ce moment-là, les collectivités dont la région Corse, qui rentrent à la place du privé au capital, mais de la SNCM, pour avoir gardé cette entreprise et l'ensemble des 7 navires sur l'ensemble des activités, où on pourrait continuer d'opérer sur toute la continuité territoriale, y compris Toulon et Nice, parce que Nice, d'abord, c'est une destination historique de la continuité territoriale et c'est pas le même faisceau pour les usagers. Et Toulon, c'est quand même le premier port à passagers. Alors, et juste après, je reviendrai, mais ce Corsica Ferry ne s'est pas développé parce qu'il était le meilleur. Corsica Ferry s'est développé parce qu'il a été aidé fiscalement et qu'il a utilisé le droit étranger pour le droit du travail. Alors, Alain Moscogne. Pour répondre très clairement à Fred qui dit plus on a de bateaux et plus on a d'emplois en Corse. J'aimerais que ça soit vrai. Je me rappelle d'une SNCM avec plus de 11 bateaux. Et je me rappelle toujours d'une SNCM avec 27% de résidents corses. Donc, en fin de compte, et ça, c'est les chiffres qui parlent. On parlait tout à l'heure, lorsque vous avez lancé votre sujet, de 800 emplois.
Aujourd'hui, en CDD, il n'y en a plus. En CDI, il y a 420 résidents corses. Alors moi, je n'oppose pas les emplois aux emplois. Je n'oppose pas une rive de la Méditerranée à l'autre. Je veux tout simplement que les choses soient claires. Quand Fred dit, et là il commet une erreur, mais je suis prêt à en discuter avec lui et lui faire la démonstration à la virgule près, que la compagnie régionale ne suffirait pas à l'ensemble des emplois corses. Non seulement, c'est faux, elle suffirait à l'ensemble des emplois résidents en Corse, mais comme nous sommes de l'esprit du partage, tu sais, on ne se refait pas, il y aurait aussi bon nombre de nos camarades du continent qui viendraient répondre et qui pourraient venir travailler sur cette éventualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, Fred, il faut que tu apprennes qu'il n'y a pas que tes solutions qui sont impossibles. Je vais au bout. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas que tes solutions qui sont possibles. Les marins connaissent les effectifs et les chiffres. C'est absolument faux. Moi, je dément, je m'inscris en faux. C'est faux et je suis prêt à te le démontrer. Alors, on passe un truc. Si c'est vrai, tu acceptes ma solution ? Comment ? De préserver l'emploi de tous les salariés ? Non, mais on ne parle pas de tous les salariés, mais tu es prêt à accepter les privés, mais les privés, ils n'acceptent pas l'emploi de tous les privés. On s'est battu contre la privatisation. Non, mais là, tu t'es battu. Que le STC oui, d'accord. Sur ça, au moins, on s'est pas affronté. D'accord. Mais là, il y a des privés. Les privés, pourquoi ils préservent tous les emplois, les privés ? Les privés, ils nous mettent dehors, ils nous prennent à coups de pied. Et nous, on est prêts. Je te fais une proposition. C'est pour ça qu'on propose la continuité. Non, mais je te fais une proposition publique, là. Si nous, on va au-delà des salariés corses, si nous, on garantit une partie, on ne pourra pas tout garantir. On pourrait effectivement se faire plaisir et inventer des chiffres. Et dire, tiens, 3000 emplois de créer. Non, on va rester dans le sérieux et dans le pragmatisme. Si on en est ça, est-ce que tu es prêt, est-ce que vous êtes prêt à la CGT de nous rejoindre sur cette thématique ? Alors, je crois que une réponse brève, on va aller voir Philippe Pasquale. Non, vraiment, je pense qu'on peut se rejoindre sur un seul point, c'est dire adoptons la solution qui préserve le maximum d'emplois. Si c'est aussi bien en Corse, quelle qu'elle soit. Dis-le si c'est quelle qu'elle soit, même si c'est la vôtre. Très bien. Mais dans la continuité, en préservant tous les navires, je pense aujourd'hui, je suis même extrêmement convaincu que effectivement c'est la continuité de la compagnie, de la SNCF. Alors, Philippe Pasqualini, vous êtes à Bastia, pour Douman et Dava, on voyait ce débat très vif. Est-ce que vous êtes inquiet des conséquences possibles d'une liquidation ou d'un clash si les syndicats n'acceptent pas, justement, à l'approche de la saison qui va s'ouvrir ? Là où on est inquiet, effectivement, c'est sur le calendrier, parce que ces histoires durent depuis très longtemps. L'éventualité d'une liquidation n'est pas exclue, ça dépendra certainement aussi de l'attitude des syndicats et des gens qui sont sur le plateau. Bon, si on refuse un repreneur, ça fera comme l'usine Goodyear d'Amiens, elle a fermé et puis ça a été liquidé, terminé, on n'en parle plus, voilà. Et là, effectivement, le calendrier n'est pas le meilleur parce qu'à 2 reports en relais, en réunion complémentaire, en réunion d'information, ça serait mauvais pour la saison qui vient. Alors, il reste 4 minutes d'émission, donc on va évoquer rapidement les stratégies. Si le redressement échoue, on sait qu'on s'achemine vers une liquidation. Quelle est la marge de manœuvre ? On entendait le directeur régional dire une grève serait fatale. Non, je crois que par rapport à ce que vient de dire le monsieur, je crois que le but du jeu, quand même, c'est pour tout le monde. Et le rôle du politique, normalement, c'est d'éviter un conflit social et surtout de trouver une solution qui soit viable et durable. Donc si ces solutions, elles existent, sauf que pour faire ça, il faut se mettre autour de la table, il faut que chacun respecte le droit et assume ses responsabilités. Aujourd'hui, encore une fois... à Marseille, vous nous avez dit, si ça n'arrive pas, on est prêt à monter sur les bateaux pour ne pas laisser notre outil de travail et à aller à un conflit très dur. Oui, mais, tout à fait. Mais après, encore une fois... C'est les salariés qui vont décider. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas que la peste ou le choléra. Il n'y a pas que les offres de reprise actuelles qui sont inacceptables et la liquidation. Si aucune offre n'est viable, déjà le tribunal de commerce, avant même que nous manifestions notre désapprobation, devrait se prononcer. Et la période d'observation, je vous rappelle que le tribunal de commerce l'a déterminée jusqu'au mois de juin. Donc pour quelle raison, si le tribunal estimait que les offres ne sont pas viables, il ne prolongerait pas la période et les actionnaires sont bien obligés d'assumer leurs responsabilités financières à l'égard de la SNCM, des employés du service public, pour trouver une autre solution. Donc nous, c'est ce qu'on préconise. On préconise d'éviter tout conflit et pour rassurer tout le monde, mais bien, je ne suis pas sûr que ça rassure, mais soyez certains que c'est la première chose qu'ont envie les salariés, c'est d'avoir leur emploi pour longtemps et aussi les jeunes qui attendent pour avoir un travail. Ils n'ont plus envie de recourir à la grève, mais pour longtemps. Donc par contre, si on croit que si conflit doit y avoir, il y aura,
Mais si après ce conflit, on nous met dehors et qu'on a détruit la SNCM, on n'aura pas réglé le problème et on va se retrouver avec un service Alain public et des emplois vous de parlez de légitime défense, d'action dure en cas d'échec de ce redressement. Quelle marge de manœuvre aussi, quelle stratégie? D'abord un point qui fait la démonstration de ce que j'affirme lorsque je parle parfois de discrimination à notre endroit. Dans le plan social qui s'annonce, vous avez les postes à pourvoir et la mobilité interne. C'est Veolia qui offre 149 postes, 149 possibilités. Sur ces 149 possibilités, aucune n'est en Corse. Aucun poste n'est offert soit à Bastia, soit en Corse. Vous avez Neuville, Vernon, ainsi de suite. Je pense que là, c'est une discrimination à l'endroit des travailleurs qui nous pousse à dire que parmi toutes ces agressions que nous avons à subir, eh bien, lorsque malheureusement nous sommes agressés, que reste-t-il aux travailleurs si ce n'est, pour se faire entendre, le droit à la légitime défense, le droit au combat, le droit à la lutte, même si ce n'est pas le chemin qui nous plaît par nature, par essence politique, même si j'ai dit tout à l'heure et je le réaffirme que nous cherchons plutôt à convaincre qu'à contraindre et que la lutte et la grève, il faut savoir en user sans en abuser, eh bien nous userons de notre droit inaliénable à nous défendre, à combattre, y compris à travers la grève. Philippe Pasqualini, il y a un petit mot rapidement de conclusion depuis Bastia. Merci d'avoir été avec nous. Oui, écoutez, j'entends ces propos, effectivement, je comprends l'inquiétude des salariés, mais je leur dis quel que soit le cas de figure, qu'ils ne se trompent pas de cible. Ce n'est pas en prenant la Corse, les Corses et l'économie corse en otage qu'ils sauveront leur entreprise. C'est peut-être autrement, mais ce n'est pas en entraînant le reste de la Corse vers le fond qu'on s'en sortira, et nous ne souhaitons pas, surtout, qu'il y ait des affrontements chez nous pour cause de blocus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Philippe, le sens de la responsabilité. Merci Philippe Pasqualini d'avoir accepté notre invitation après le changement de programme et la défection de Paul Jacob. Merci à vous, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. Inchiesta, c'est à revoir sur notre site internet corse.france3.fr. Vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux. Buonasera a tutti, seguiremo sto Gartolore e poi in tutte le nostre emissioni. A Bedej. Avec la CTC.